Il est 9h05 et notre enregistrement est sur le point de démarrer sur le plateau du studio 107 à la plaine Saint-Denis près de Paris. Julien Courbet et son équipe échangent d'ultimes informations sur les dossiers de ce soir avant de se mettre en place. Il y a escroquerie quand le montant est manifestement disproportionné au service qu'on me rend. Nous avons 10 heures à partir de maintenant pour régler le problème de Tatiana. Irina et Bernard, leur assureur, a détourné toutes leurs économies. Vous étiez au courant de tout ça, vous m'avez promis que je serais remboursée. De Marie-Pierre et sa fille qui ont perdu 22 500 € croyant soutenir une action humanitaire. Et la lingerie. Et Catherine Deneuve, elle a déjà essayé vos lingeries? Parce que vous m'avez envoyé une affiche avec Catherine Deneuve. De Laetitia et Gilbert, ruinés par un membre de leur famille. Non. Non, là par contre, il m'a invité à rentrer chez lui et ben non, il me fout dehors. C'est un sans aucun doute remarquable où il sera question de loyauté, d'argent et de mise au point. 4 personnes adultes ont habité dans les 20 mètres carrés grâce à vous. Est-ce que ça vous paraît normal? Sur le terrain, les journalistes sont prêts. Dans la salle des appels, les téléphonistes sont prêts. Dans la régie finale, tout le monde est à son poste. Allez, tout le monde se met en place d'urgence. Nous commençons par le cas de Tatiana, Irina et Bernard qui ont perdu plus de 350 000 € à cause de leur assureur. Il est 9h30, voici leur histoire, signée F. Bartoli. Ils seraient une quinzaine. Tous seraient d'anciens clients d'une grande compagnie d'assurance. Tous se seraient fait escroquer par le même homme, leur conseiller financier. Nous l'appellerons Monsieur X. À cause de lui, ils auraient perdu toutes leurs économies. Au total, le préjudice s'élèverait à plus de 7 millions d'euros. Nous avons rencontré 3 de ces victimes, Irina, Bernard et Tatiana. Tatiana est ukrainienne. En 1997, elle arrive en France. Elle trouve un appartement à Paris, mais avant d'y habiter, elle doit d'abord l'assurer. Je suis allée dans la plus grande, on peut dire, compagnie d'assurance. J'ai rencontré un salarié qui est devenu mon conseiller financier par la suite, qui m'a proposé une bonne assurance d'appartement. Bernard aussi avait besoin d'une assurance habitation. C'était il y a 8 ans. Il venait tout juste de divorcer et d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai donc demandé aux amis de me présenter un assureur sérieux. Ce qu'ils ont fait, et j'ai été rencontrer ce monsieur dans les bureaux de sa grande société. Voilà, et c'est toujours là que je l'ai vu d'ailleurs. C'était un assureur comme un autre. Au fur et à mesure, la confiance s'installe entre l'assureur et ses clients. Il serait même devenu leur conseiller financier. Tatiana et Bernard souscriront d'abord une assurance vie avant de lui confier des sommes plus importantes quelques années plus tard. Bernard avait 60 000 € de côté. Quant à Tatiana, en 1999, son père est mort. Il lui aurait laissé un héritage important qu'elle souhaite placer. Il m'a proposé un placement sous la forme de bon de caisse qui apportait à peu près 10% annuel, intérêt garanti. J'ai trouvé ça mieux que le plan d'épargne logement de la tout bêtement. Comme j'ai l'habitude de rencontrer des conseillers financiers, 10% l'an, c'est absolument courant pour les professionnels. Donc pas d'inquiétude. Ce placement, Monsieur X l'aurait proposé aussi à Irina. Elle est la veuve d'un des plus grands joueurs d'échecs russes. À sa mort, elle a hérité de tous ses biens. Un appartement à Paris, dans lequel elle habite toujours aujourd'hui, mais aussi un grand logement en Russie. 2 ans plus tard, elle le vend et cherche à placer cet argent. Son nouveau compagnon Claude lui conseille de prendre rendez-vous avec son propre assureur, qui n'est autre que Monsieur X. Moi, j'étais bien intéressée. L'assurance, c'est l'entreprise en qui on peut faire confiance. Selon Tatiana, pour bénéficier de ce placement, il faudrait faire vite. Toujours selon elle, Monsieur X serait prêt à tout pour faciliter la transaction. Il m'a expliqué que ce genre de placement, de préférence, il faut faire en liquide. C'est plus direct et les placements seront effectués le plus rapidement possible. Parce que le transfert, ça prend du temps et donc il avait plus de complications. Il m'a même proposé de m'accompagner dans mon banque pour clôturer mes comptes. Et quand j'ai clôturé mes comptes, il a mis les liquides dans sa mallette. Et il m'a donné un échange, les reçus sur les papiers en tête de cette compagnie d'assurance où il était salarié. Effectivement, comme le prouve ce document, Monsieur X se sert bien du papier en tête de la compagnie d'assurance pour fabriquer des reçus. Quelques jours plus tard, il fournit comme prévu les bons au porteur. Irina reçoit le sien, 268 000 €. Tatiana recevra 6 bons au porteur, certains en francs, certains en dollars pour un montant de plus de 100 000 €.
Bernard a lui aussi son bon. Une fois en main, il l'inspecte attentivement. Et là, surprise, ce n'est pas le même nom que le groupe d'assurance. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a tout simplement expliqué que c'était une des sociétés financières de la galaxie de cette assurance, dont je sais qu'ils ont des dizaines et des dizaines de filiales. Ça ne m'a pas surpris outre mesure. En 2002, les bons aux porteurs de Tatiana et Irina arrivent à échéance. Au bout de 2 ans, tout ça se passe bien. J'ai reçu mon intérêt. La parole était tenue. Tout correspondait aux engagements qui avaient été pris. Et donc le contrat était parfaitement respecté. Donc Irina a réitéré ses bons pour 2 ans. Tatiana fera de même. Nous sommes en 2004, les bons arrivent à nouveau à terme. Ça tombe bien, Tatiana a besoin de récupérer son argent pour des raisons familiales. En 2004, j'ai fait ramener mon frère parce qu'il a besoin d'être opéré des yeux et ce genre d'opération, il se faisait qu'en France. Et donc je comptais sur mes économies et j'ai demandé à M. X d'avoir un remboursement. Il m'a confirmé qu'il n'a aucun souci. Monsieur X ne tient pas parole. Le temps passe et toujours pas de remboursement. Tatiana aurait tenté de le contacter à plusieurs reprises. Il a toujours trouvé les prétextes, soit il avait un contrôle dans les compagnies, soit il partait en vacances, soit il était injoignable tout simplement. Mais une fois que mon frère est arrivé, en décembre 2004, là je l'ai appelé sans arrêt. Tatiana décide de prendre le taureau par les cornes. Elle se rend directement dans les locaux de la compagnie d'assurance. Monsieur X est absent, mais elle est reçue par ses supérieurs. Pour Tatiana, c'est la douche froide. J'ai appris que tous mes placements financiers que j'ai faits, c'était placé ailleurs dans une société qui n'a aucun lien avec cette compagnie d'assurance. C'était panique, c'était un choc. Je ne comprenais pas comment, parce que je sais qu'il y a eu exclusivité, contrat d'exclusivité pour cette compagnie d'assurance. Il a souligné ça toujours en donnant sa carte de visite. Il a toujours mis en évidence qu'il travaillait en exclusivité pour cette compagnie d'assurance. Donc pour moi, c'était étonnant et incompréhensible comment il pouvait placer mes économies ailleurs. Monsieur X n'a donc pas placé l'argent au sein de sa compagnie d'assurance comme le pensait Tatiana, mais dans une autre société. Quelques jours plus tard, elle retourne dans les locaux de l'assurance. Cette fois, Monsieur X est présent. Et là, il était obligé de reconnaître devant moi et devant ses supérieurs tout ce fait. Il a eu peur de perdre son poste, donc il m'a écrit reconnaissance de dette en espérant qu'il va toujours rester employé de cette société d'assurance et qu'il va continuer ce qu'il faisait. Ça ne servira à rien. Le 4 avril 2005, Monsieur X est licencié pour faute grave. Ses employeurs lui reprochent la violation de la clause d'exclusivité. En clair, Monsieur X n'avait pas le droit de travailler pour une autre société. Une société en cours de liquidation judiciaire, comme l'apprendra Tatiana quelques jours plus tard en se rendant à la brigade financière. J'ai appris que je ne suis pas seule victime, qu'il y avait une dizaine de victimes de ce même Monsieur X qui ont été escroquées par la même manière. Tatiana rentre en contact avec les autres victimes. Elle fait la connaissance d'Irina et Bernard. Ensemble, ils vont faire une étrange découverte. On a vu, en comparant notre bon, qu'il a distribué les mêmes bons avec les mêmes numéros pour les personnes différentes, avec les sommes et les dates différentes. Donc il a vendu une bonne, on va dire, 2-3 fois à personnes complètement différentes. Effectivement, regardez bien ces deux bons. Ils ont le même numéro, mais pas le même montant. Tatiana va donc demander des comptes au notaire qui était censé certifier les bons aux porteurs. Je suis allée chez le notaire qui m'a confirmé que tous les bons en ma possession, c'est des fausses. Les bons dollars, ça n'a jamais existé. Et tous mes bons, et les tampons et les signatures de notaire, qui prouvent qu'ils n'ont aucune valeur. C'est du vol pur et simple, rien d'autre. Au total, il aurait escroqué plus de 380 000 € à nos témoins. Depuis un an, plus aucun signe de vie, plus aucune trace de Monsieur X. Claude a réussi à le retrouver. Il part lui demander des comptes. Il est équipé d'une caméra cachée. C'était des produits qui étaient à la base des produits de ton patrimoine financier.
comme tu étais conseiller financier, pour moi, c'était vraiment la base. C'est vrai, mais bon, moi, en tant que conseiller financier, tu as proposé des produits. Et pour nous, c'était ces produits qui étaient importants. C'était ces produits, en fin de compte, qui étaient dans ton patrimoine. Ah non, dans mon patrimoine de conseiller financier, mais ça ne faisait pas partie de... Alors après que les gens ils disent, bon, comme il est au... on peut faire l'amalgame, oui. On a fait complètement l'amalgame des deux. Monsieur X reconnaît donc avoir joué sur plusieurs tableaux. Mais s'il l'a fait, c'est uniquement pour le bien de ses clients. Quand tu travailles dans ce milieu-là, tu ne peux pas ne faire qu'une seule chose. Un client, il attend de toi que tu lui proposes... Que tu sois performant. Tu sois performant et tu ne peux pas lui proposer toujours la même chose. Nous, le gros souci aujourd'hui, c'est vraiment trouver celui qui est en mesure de nous restituer les fonds qu'on a mis. Mais le seul qui devrait être capable de vous restituer les sommes, normalement, c'est le mandataire. C'est lui qui... Le mandataire, d'après ses dires, il n'y a rien. Oui, mais il ne cherche pas. L'argent, il faut le retrouver. Bon, si, je dis bien si, les flics, ils font leur boulot. L'argent, il existait. Oui. Mais ça ne disparaît pas comme ça. Selon Monsieur X, la police et le mandataire judiciaire n'ont pas fait leur travail. Selon lui, ce serait aussi le cas du notaire. Le notaire, oui, il existe bien aussi. Oui, mais les numéros de bon n'existent pas. Mais attends... il a un contrat, il l'a signé, il n'a pas fait son travail, il attend. Si tu as un doute sur quelque chose, tu ne fais pas un contrat. Parce que là, c'est tromper les clients. Il est en infraction la plus complète, ce type. Quant à son ex-employeur, il ne l'épargne pas. Moi, je dis que c'est des escrocs autorisés. Alors, ils n'aiment pas. Ils ont profité de cette occasion en disant, dans votre contrat, vous avez le droit de faire que du vous avez fait autre chose, donc on vous licencie pour faute grave. Alors, j'ai dit, attendez, j'ai des preuves. Donc, je veux bien que vous me licenciez. De toute façon, avec vous, j'ai plus envie de travailler. Bon, vous êtes des moitiés escrocs. Vous incitez les gens à faire n'importe quoi, donc on ne peut pas s'entendre. J'ai jamais travaillé comme ça. Donc je ne ferai pas d'histoire. Simplement, je veux que vous mentionniez dans mon licenciement le vrai motif du licenciement. Et pas parce que vous saviez que je faisais autre chose. Selon Monsieur X, la compagnie d'assurance était donc bien au courant de ses autres activités. Lors de cet entretien, Monsieur X a appris à Claude qu'un ancien salarié de la compagnie d'assurance travaillait également pour la société où il a placé les fonds. Pour nos témoins, la faute de l'employeur de Monsieur X est incontestable. Moi, j'attends que l'employeur de cet assureur escroc honore la position qu'il a en responsabilité civile. J'ai une fille qui est mineure. Si elle fait une bêtise, c'est moi le responsable. L'assureur a fait une bêtise. Quel est le vrai responsable? Ça se passait dans leurs locaux. C'est l'employeur. C'était une structure bien organisée. Il n'était pas seul, ce fameux monsieur, qui parallèlement faisait des détournements de l'argent en utilisant les fichiers de clients de cette compagnie d'assurance. Pourtant, il semblerait que l'assurance ne se sente absolument pas responsable des agissements de son employé. Pire, il n'aurait même pas porté plainte contre lui. Aujourd'hui, à cause de Monsieur X, nos témoins sont tous dans une situation financière précaire. C'est assez dramatique. À mon âge, j'ai 73 ans quand même. Hein. Alors, bon. Et ma fille, 17. Vous voyez quand même le drame humain. J'ai un peu handicapé son avenir, son cursus d'étudiante. Mais la plus affectée par cette histoire, c'est Irina. Aujourd'hui, pour moi, la vie est très difficile. Parce que j'ai plus de moyens de vivre. Je dois compter tout argent. C'est dur. Parce que je suis habituée au mode de vie un tout petit peu luxueux, quoi. Là, mon mari est avec Fidel Castro et Che Guevara. Je dois dire que j'ai plus de sourire comme avant. Et c'est dommage puisque je suis née avec un sourire et j'ai plus. C'est la dépression. Maintenant. Les conséquences de cette tragédie financière sont désastreuses pour nos témoins. Sur le plateau, l'émotion est vive. Tatiana et Irina nous livrent leur amertume. Elle a complètement basculé ma vie. Elle a fait beaucoup de mal pour ma famille.
Malheureusement, il y a un jour comme ça, période dans la vie, que ça tombe sur vous et vous demandez pourquoi moi, qu'est-ce que je fais de tellement pas logique ou pas intelligent, où j'ai manqué de méfiance, comment ça peut arriver. Quand je regarde son visage, on voit qu'il est mal. Peut-être, je suis sûre qu'il a placé ses économies quelque part bien cachées, mais malgré tout, il me fait pitié, je ne sais pas. C'était l'argent pour vivre. Vous n'avez plus rien? Non, aujourd'hui non. Et comment vous faites Comment je fais je loue mon appartement qui est à Moscou. Et c'est comme ça et c'est pas beaucoup. J'ai pas de pitié. Il m'a trompée, il m'a déçue profondément. Et même la dernière fois, je lui ai dit que je vous considère complètement responsable pour ce que vous avez fait. Mais il y a plus grave. Les familles des victimes sont également touchées par cette affaire. Bernard nous révèle que l'argent qu'il avait placé chez cet assureur était normalement consacré à financer les études de sa fille. Le cursus universitaire aujourd'hui, elle est en terminale. Vous savez que... et je me le reproche énormément. Je suis très mal moralement, bien évidemment. Bon, ma fille et moi... Elle comprend ce qui s'est passé. On s'aime, on comprend, mais j'ai une position, pour un père gestionnaire de ce calibre, c'est quand même problématique. Commencer dans la vie en se faisant escroquer. Bon, elle n'est pas absolument consciente, comme moi, mais tout de même. Et moi aussi, j'ai fait des recherches. Et on s'est aperçu que de nombreux intervenants, dans tous ces contrats normaux, étaient aussi affiliés à la société financière. Bon, il y a des liens depuis des années, ça n'est pas tombé du ciel. Dans les numéros de bons, ils ont soustrait quelques numéros qui n'étaient pas dans la liste du notaire. Bon, ils préparaient bien quelque chose avec ces numéros. Selon nos témoins, dans cette affaire, l'assurance doit également prendre ses responsabilités. On est tous allés dans les bureaux, dans les locaux de cette compagnie d'assurance. On a investi dans les produits financiers assurés par cette compagnie, comme le prétendu M. X. Il a utilisé les fichiers clients de cette compagnie parce qu'il n'était pas seul. Il y avait au moins 4 personnes dans cette compagnie d'assurance qui faisaient le même détournement colossal depuis des années, ce que j'ai appris par la suite. Sans assureur, ils n'auraient rien fait. Ça, je le constate. Voilà. Et ils ont des relations à l'étranger. Et d'après la brigade financière, ça n'a pas été une perte de bourse. Ça a été un détournement vers des paradis fiscaux. Et ce que je ne comprends pas, c'est que nos services, qui n'ont pas beaucoup de moyens, n'ont pas pu retracer l'itinéraire des déplacements de fonds. Aujourd'hui, c'est complexe, je le sais bien. Mais tout de même, il y avait une piste à creuser. Au début, on nous a parlé d'un des associés qui était décédé, que le financier avait une crise cardiaque. Mais tout ça, c'est absolument... Moi, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Non. Les preuves, déjà, j'ai obtenu 3 000, c'est tout petit, mais c'est quand même cette compagnie d'assurance qui m'a versé moitié de un contrat qui est perdu, un contrat proprement de cette compagnie d'assurance. Donc, on m'a remboursé moitié, ce que j'ai perdu 6 000 et quelques. On m'a remboursé moitié en disant que l'autre moitié, c'est à M. X de me rembourser. 3 000 €, c'est la somme que Tatiana a récupérée jusqu'à maintenant. Pourtant, les montants en jeu dans ce dossier sont énormes. D'après la brigade financière, entre 6 et 7 millions d'euros, liste non exclusive parce que des personnes ont remis de l'argent liquide dont l'origine n'était pas spécifiquement établie. Alors, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, chacun d'entre vous, vous devez récupérer combien? Environ 120 000 euros. 120 000 € pour vous. Madame? 170 000. 170 000 € pour madame, vous imaginez? Et monsieur? 61 000. 61 000 €. Les préjudices financiers et moraux sont très lourds. Tatiana, Irina et Bernard n'ont que peu d'espoir. Désespéré. C'est notre dernier recours, presque dernier espoir. Bon, et c'est pour ça que je vous vois un peu comme un chevalier blanc, excusez-moi, mais je pense que le genre d'émission que vous animez, ça permet de faire une pression et de retrouver un sentier vers la justice, parce qu'on est désarmé, monsieur, on est désarmé. Sans aucun doute, l'obstination est une de nos caractéristiques. Nous ne lâchons jamais nos témoins. Avant d'entamer le face-à-face avec cet assureur, notre avocat Gérard Michel veut apporter une précision aux victimes. Un employeur est responsable de ses salariés. Le problème que l'on a en l'espèce, c'est que le salarié ne travaillait pas a priori sous les instructions de son employeur. C'est lui qui avait ses initiatives malhonnêtes. Et
ces ponts entre la société d'assurance et l'organisme. Mais il était salarié financier. de l'assurance. Mais j'y viens, c'est à l'occasion de son travail, et c'est la définition que donnent les tribunaux, si à l'occasion de son travail, il commet une malhonnêteté, l'employeur en est responsable. Or, en espèce, et monsieur l'expliquait parfaitement, c'est les locaux, c'est la confiance que donne le panonceau, c'est dans les bureaux même de la société, voire au siège de la société d'assurance, qu'on vient discuter avec ce monsieur, et donc c'est bien à l'occasion de ses fonctions. Fort des arguments en notre possession, le moment est venu d'aller à la rencontre de cet assureur aux méthodes insolites. Notre journaliste, Ève Bartoli, est en duplex. Elle est sur place, prête à intervenir. Ève, m'entendez-vous? Oui, je vous entends, Julien. Donc Ève, nous venons de mesurer l'étendue des dégâts. C'est quand même une affaire très importante. Donc aujourd'hui, je crois que ce monsieur est très difficile à joindre par téléphone. Écoutez, tout simplement, il n'a plus le téléphone, il n'a plus aucun moyen d'être joint. Donc vous avez peut-être une possibilité d'essayer de le rencontrer? Exactement, on est à quelques enquêtes d'heures de chez lui. Eh bien, allons-y, Ève, et essayons déjà d'avoir un premier dialogue avec lui. Il faut que notre interlocuteur réponde aux nombreuses questions que nous avons à lui poser. Et tout d'abord, était-il bien salarié d'une grande compagnie d'assurance? Ensuite, a-t-il effectué des placements frauduleux? Enfin, où est passé l'argent de nos victimes? Bonjour monsieur, excusez-moi de danger, non, je reste là, j'en ai pour 2 minutes. Je vais me permettre de me présenter, je suis Ève Bartoli, je suis journaliste à TF1 sur une émission qui s'appelle Sans aucun doute. On aimerait vous poser, Julien Courbet aimerait vous poser quelques questions. Je vous le passe? Merci. Bon, Julien, je vous passe... D'accord. Allô? Julien Courbet, l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Pardonnez-nous de vous déranger. Dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de l'émission Sans aucun doute sur TF1, nous essayons d'aider 3 personnes qui se retrouvent dans une position plus que délicate financièrement. C'est Tatiana, Irina et Bernard, qui ont fait donc des placements auprès de vous, et placements qui visiblement donc ont mal tourné. Donc on voulait simplement, pour ne pas dire de bêtises, et pour que vous puissiez aussi nous donner votre version des faits, qui est plus qu'intéressante pour nous, que vous nous expliquiez ce qui s'est passé pour leur placement à eux. Oui, c'est pas difficile. Bon, si vous voulez, moi je travaillais dans une compagnie d'assurance. Et depuis toujours, j'ai travaillé dans la banque, tout ça, et je m'occupais de placements. Vous étiez salarié, simplement, monsieur, vous étiez salarié de l'assurance? Moi, j'étais salarié d'une compagnie d'assurance, oui. Oui, bon, mais... si vous voulez, c'est plus compliqué que ça. Bon, je travaillais depuis toujours dans les placements. Mais avant ça, si vous voulez, bon, vous savez, quand on s'occupe de placements, on ne peut pas proposer uniquement à nos clients un seul produit. D'accord. Donc, alors, avant d'être salarié de la compagnie d'assurance, j'étais salarié, enfin, je représentais aussi une société qui s'appelait la... D'accord. Bon, là, j'étais pas salarié, j'étais payé à la commission. Cette information est capitale. L'assureur reconnaît qu'il travaillait simultanément pour 2 entreprises. Reste à déterminer la société pour le compte de laquelle il agissait lorsqu'il a effectué les placements de Tatiana, Irina et Bernard. Ces placements que vous avez proposés, vous les avez proposés quand vous étiez dans le siège de l'assurance. C'est là-bas que vous les avez rencontrés? Non, je les ai proposés quand j'étais salarié de la compagnie d'assurance, mais je ne travaillais pas. Enfin, si vous voulez, j'allais voir les clients à domicile. Mais vous les avez rencontrés grâce à l'assurance? Pas tous. Alors, pour Tatiana... Le problème, si vous voulez, bon, effectivement, j'étais salarié, bon, mais on peut pas... Je me suis pas servi de l'assurance pour faire des placements. Si vous voulez, ça faisait partie d'un tout. Alors, après, bon, maintenant, une fois que ça tourne mal, les personnes vont... Et est-ce que vous aviez... D'accord. Je comprends bien. Je peux pas être d'accord. Non, mais je comprends bien, monsieur, mais est-ce que... Bon, il y a la partie assurance, vous êtes salarié, vous leur proposez des placements dans l'assurance, et puis vous proposez des placements dans une autre société. Mais est-ce que votre patron, l'assureur, vous donne l'autorisation de faire des transactions autres que celles de l'assureur? Non, dans le contrat, et c'est pour ça qu'on m'a licencié, si vous voulez, il est clair que normalement, je n'ai pas le droit de proposer d'autres contrats. C'est pour ça que vous avez été licencié? Absolument. D'accord, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a eu des papiers en tête utilisés à mauvais escient? Jamais.
Ah oui. Alors, la Tatiana n'est pas d'accord. Alors, on m'a même reproché, vous voyez bien. Alors, on va demander à... d'avoir signé ces documents. D'accord, on va demander à Tatiana qui semble ne pas être d'accord. Vous pensez qu'il y a eu des documents? Je pense pas. Ma possession les documents qui ont papier en tête. Elle m'a même proposé de m'accompagner dans mon banque pour clôturer mes comptes. Et quand j'ai clôturé mes comptes, il a mis les liquides dans sa mallette. Et il m'a donné en échange les reçus sur les papiers en tête de cette compagnie assurance où il était salarié. Effectivement, comme le prouve ce document, Monsieur X se sert bien du papier à en tête de la compagnie d'assurance pour fabriquer des reçus. Quelques jours plus tard, il fournit comme prévu les bons au porteur. Irina reçoit le sien, 268 000 €. Qui était utilisé... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-la parler, monsieur. Oui, je vous en prie. Surtout pour les chèques que vous avez encaissés, pour me laisser croire que c'est toujours marche, vous me faites les papiers en tête en utilisant cette compagnie assurance que je montrais à vos supérieurs et ils m'ont dit que c'est les papiers, c'est les documents usage interne que vous avez fabriqués à votre intérêt. Déjà, c'est la première chose. Et deuxième chose, les reçus que vous avez fournis à plusieurs gens, c'était sur les papiers en tête de cette compagnie. Il ne faut pas nier les choses que vous avez faites. Est-ce que c'est vrai, ça, monsieur? Non. Alors, monsieur, vous avez donc encaissé... Ok. Alors, déjà, quel était votre titre exact au sein de la compagnie d'assurance? Alors, j'étais conseiller commercial. D'accord. Et quel était votre... Vous n'aviez pas de lien... En dehors du fait que je connaissais... Rapporteur d'affaires. Le PDG depuis une vingtaine d'années, je suis rapporteur d'affaires. Alors, pourquoi les chèques, vous les encaissez sur votre compte? Il y a dû y avoir un chèque d'encaissé sur mon compte. Ah oui, alors pourquoi? Moi, quand je fais un placement à ma banque, elle me dit tiens, on va investir dans telle ou telle action. Je fais pas un chèque à Paul Durand, je fais un chèque, enfin je sais pas, ou à la banque ou éventuellement non, mais attendez, là il y a un malentendu pour les chèques qui étaient encaissés sur mon compte. Parce que déjà, je sais que c'était pas très légal. Pas très légal. Ce conseiller financier reconnaît avoir employé des méthodes illégales. Cependant, il nie avoir profité de son statut de salarié d'une grande compagnie d'assurance pour effectuer de faux placements. Gérard Michel l'invite à un peu plus d'honnêteté. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis un peu sidéré par votre amnésie, monsieur. Non, c'est pas non, mais je vais vous dire où je vous trouve amnésique. Voici des gens que vous avez connus, ils vous l'expliquent, mais ils vous disent des choses qu'en réalité vous savez parfaitement, par votre activité d'assureur, au siège de l'assurance, et c'est de façon tout à fait annexe que vous avez été amené à leur proposer des produits financiers. Mais votre intérêt à vous aujourd'hui, c'est de dire non, il n'y avait aucun mélange. Parce que monsieur, il y a une procédure pénale qui est en cours, que vous ne voulez surtout pas qu'on dise que vous avez abusé de vos fonctions au sein de l'assureur pour leur proposer ces placements. Alors, je vais vous dire, monsieur, vous êtes en train de leur faire payer extrêmement cher une tentative, à mon avis, totalement vaine, qui n'abusera personne et aucun tribunal d'être de meilleure foi possible. Alors, vous leur faites payer cher, pourquoi? C'est que ces messieurs-dames, si vous continuez dans cette attitude qui ne tient pas debout, la compagnie d'assurance va refuser de les indemniser en disant « Ah, mais... » c'était pas notre salarié, ça n'avait rien à voir. Et vous jouez, là, le jeu de la compagnie d'assurance, qui est la seule à pouvoir les indemniser, sauf, monsieur, si vous pouvez payer. Est-ce que vous êtes prêt à rembourser ce qu'à cause de vous, ils ont mal placé? Je suis en surendettement et je suis sur le point de difficulté. D'accord. Alors aidez-les. Je suis malade et j'ai un petit chômage puisque, bon, entre-temps, j'ai réussi à obtenir ça, mais monsieur... c'est saisi par les impôts. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, en votre âme et conscience, devant les millions de gens qui nous regardent, vous me dites non, je n'ai jamais fait de faux, de bons bidons ou de choses comme ça? Est-ce que vous êtes capable de le dire d'homme à homme comme ça à la télé? Sachant que si je les ai, je les monte dans la seconde qui suit. Là, ça m'est arrivé une fois de faire un bon en pensant pouvoir le rembourser 3 mois après, oui. Alors un bon de la compagnie. Il ne s'agit pas des montants qui sont remboursés, si vous voulez. D'accord. Est-ce que, deuxième question, parce que ça aussi on va reprendre tous les documents, vous n'avez jamais utilisé l'entête de l'assurance pour ces transactions-là? Ah, ça, je suis formel.
Bien. Alors, Tatiana, vous vous êtes formelle du contraire. Bah, bien sûr, vous avez fait les reçus sur les papiers en tête et les fausses papiers que vous m'avez fournis pour Vous l'avez ce reçu Oui, enfin, vous l'avez avec vous. Oui, pas avec moi. D'accord. Je crois qu'il est dans le dossier. Donc, monsieur, les reçus, ils sont... J'ai pas fait ça. Alors, je vous repose la question parce que j'ai toujours pas compris. Pourquoi vous avez proposé, alors que vous n'avez pas le droit, que vous êtes salarié d'une assurance, que vous ne devez travailler que pour elle, que vous ne devez vendre que ces placements, pourquoi, pour ces gens-là, vous leur avez proposé d'aller dans une autre société alors que c'était interdit? Parce que je pensais que c'était leur intérêt et le mien. D'accord, mais... Moi, je pensais leur faire une bonne opération, puisque c'était quand même des taux qui étaient... je pensais qu'ils avaient toutes les garanties, puisqu'il y avait un notaire et une banque. Et parce que l'assurance ne suffisait pas. Parce que si vous étiez bien dans votre assurance... Bien sûr. Donc, vous n'auriez fait que l'assurance si vous aviez eu des contrats aussi juteux. Mais comme il n'était pas là, vous avez été obligé de vous tourner ailleurs. Bon, si on peut dire ça comme ça. Si vous voulez, moi, dans mon esprit, comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, diversifier. Oui. Monsieur, le problème, c'est que ce n'est pas seulement dans votre esprit. Vous n'avez pas une profession libérale, ils n'ont pas été voir un courtier. C'est dans leur esprit à eux. C'est ça la question qu'on vous pose. Est-ce que dans leur esprit à eux, c'est parce que vous étiez agent de l'assurance qu'ils sont venus vous voir et que vous leur avez proposé votre produit? Oui ou non? Moi, je ne suis pas dans leur esprit, mais eux, c'est ce qu'ils disent, en tous les cas. L'ex-salarié de l'assurance reconnaît avoir agi à la légère, entretenant la confusion entre son statut de salarié de la compagnie, pour laquelle il agissait, et une autre entreprise vers laquelle il conseillait nos témoins par strict intérêt. Il faut maintenant trouver une solution pour nos victimes. L'homme doit prendre ses responsabilités, leur venir en aide en indiquant qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions de salarié de cette grande compagnie d'assurance. Voulez-vous que je les aide? Mais simplement qu'eux, au moins, soient remboursés. Et il y a un peu d'honneur. Vous, de toute façon, maintenant, vous le savez. Vous y êtes jusqu'au cou. Donc, vous allez essayer de vous défendre comme vous pouvez. Mais eux, nom d'un chien, aidez-les. Vous les avez plumés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour les aider? Alors, disant que vous avez utilisé votre fonction, ce que vous nous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, votre fonction d'assureur, et que c'est à partir du moment où vous les aviez appâtés comme ça que vous leur avez proposé autre chose. C'est quand même pas compliqué de dire ça. Et ça les sort de la mouise. Voilà, maintenant je veux que vous ayez conscience de la gravité de la situation pour ces gens-là. Donc Tatiana a expliqué aujourd'hui, pas l'affaire, mais dans quelle situation vous êtes par rapport à vos proches, à leur maladie, et voilà, votre quotidien. Vous étiez très bien au courant de mes projets, parce que quand j'ai perdu mon père en 99, j'ai touché héritage. Et je comptais sur ce héritage pour faire installer ma mère et mon frère qui étaient presque aveugles. Et vous étiez au courant de tout ça, vous m'avez promis que je serais remboursée le jour que je vais demander remboursement par écrit. Vous avez écrit vous-même les lettres, j'ai signé, parce que comme j'ai étranger, j'ai écrit avec les fautes d'orthographe. Est-ce que vous confirmez ça? Bien sûr. Voilà. Donc, vous avez mis dans une sorte d'impasse sans issue parce que j'ai ramené toute ma famille et on habitait des années mon studio 20 mètres carrés. Est-ce que ça vous paraît normal? Quatre personnes adultes ont habité dans les 20 mètres carrés grâce à vous. Est-ce que ça vous paraît normal? Bien sûr que non, mais vous vous doutez bien que si jamais j'avais su que ça tournerait comme ça, je vous aurais jamais fait faire ça. Là, c'est le mensonge parce que depuis des années déjà, cette société qui était liquidée, j'étais pas au courant, j'ai appris dernière et encore par hasard parce que je suis allée voir vos supérieurs contrairement par d'autres raisons complètement. Donc j'ai appris par hasard que les sociétés où vous avez placé mes économies, les liquidations, vous avez eu le temps de me dire, Tatiana, ramenez pas votre famille, les économies que vous me confiez, je n'ai plus, c'était parti en fumée. Alors, Tatiana, je voudrais maintenant que Irina vous expliquiez votre quotidien, ce monsieur, la situation où vous êtes. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez dans quelle situation je me suis trouvée? Ah ben, je m'en doute, madame. Non, même quand j'ai perdu, quand j'avais plus d'espoir, je vous ai dit, je vous considère le seul responsable de la perte totale de mon argent. Enfin, ça, vous le savez et vous devez reconnaître. Il y a enfin Bernard qui devait s'occuper de sa fille. Bernard. Bon, alors moi, pécuniairement, moi j'ai une petite retraite, je continue de travailler comme consultant, mais c'est très difficile. Mais c'est le problème moral. Ma fille est en terminale, les études supérieures se profilent et il n'y a plus un dessous. Et on ne peut pas faire d'études supérieures sans argent. C'est évidemment problématique. Alors, bon, ça, vous le saviez, puisqu'on a choisi un petit contrat-vie supplémentaire. Vous êtes bien au courant de mes problèmes de famille. Donc aujourd'hui, monsieur, il s'est passé ce qui s'est passé. La justice aura à trancher. Ce n'est pas le problème aujourd'hui. Le problème est que vous pouvez aider ces gens-là tout simplement, avec un stylo et un papier, en inscrivant sur une feuille qu'effectivement,
tous ces gens-là ont été rencontrés parce que vous vous êtes présenté comme agent de l'assurance et qu'après avoir signé quelques contrats avec eux, ce qui est le cas et ce qu'on peut prouver très facilement, vous avez effectivement proposé d'autres contrats d'une autre société parce que vous estimiez que les placements de l'assurance n'étaient pas suffisamment juteux. Voilà, ça tient en 4 lignes. Rien que ça, vous les sauvez de la détresse dans lesquelles vous les avez placés. Bah, écoutez, je vous promets que je vais le faire, étant entendu que, bon, dans mon esprit, c'était pas ça. Non, mais ça fait rien. L'esprit, après, vous savez, il est analysable de différentes façons. Aujourd'hui, il faut sauver des têtes, monsieur, et des gens en détresse. C'est le moins que vous puissiez faire pour eux. Le moins. Donc soyez gentils, la journaliste est à côté, écrivez ça, et après, vous verrez qu'ils seront complètement tranquilles et vous pourrez dormir, vous, tranquille, vous regardez dans la glace en vous disant, certes, parce que tout le monde peut franchir la ligne. À n'importe quel moment, on peut péter les plombs. Mais au moins, vous pourrez vous dire, j'ai rattrapé ma bêtise et je dors tranquille pour eux. Bon, mais de toute façon, je vous le fais, monsieur. Alors, vous le faites à Eve Bartoli qui est à vos côtés. Et monsieur, je vous tirerai mon chapeau d'avoir au moins cet honneur et cette grandeur d'esprit de réparer les choses. Oui, oui. Allez, ne raccrochez pas. Merci en tout cas, monsieur. Et je tiens à le dire aussi, d'avoir eu le courage de nous parler et d'essayer de nous expliquer les choses. D'autres se sauvent, raccrochent, fuient. Vous, vous êtes restés là. Et c'est, je pense, également à mettre à votre crédit. Et je vous en remercie. Mais, je vous écoute. Allô? Oui, monsieur. Oui, ben, par contre, déjà, dans un premier temps, bon, j'ai pris un papier, un stylo, hein, je le fais. Mais ce que je voudrais, si c'était possible, que vous disiez aux 3 personnes qui sont sur le plateau que tout ce qui s'est passé là, je n'aurais pas voulu que ça se produise. Et que si vous voulez, ils sont victimes, mais croyez-le, je le suis aussi, puisque j'ai plus rien, je suis malade. Et puis, j'ai plus rien du tout. Hein, monsieur, je comprends votre détresse et je l'entends. Je sens des sanglots dans votre voix. Mais justement, c'est peut-être une occasion quand on va vous téléphoner pour vous dire ces 3 personnes sont sorties d'affaire, au moins, vous serez en paix avec vous-même et vous direz, waouh, ça y est, j'ai réussi quand même à rattraper tout ça, d'accord? D'accord. Bon. On va les laisser faire, mais si on arrive à voir ce document, alors là, enfin, je pense que ça change tout. Parce que là, ils ne peuvent plus dire... voilà, lui, il le reconnaît, fait une attestation, et ils ne peuvent plus rien faire, quoi. Irina, Tatiana et Bernard reprennent espoir. Si notre homme respecte ses engagements en écrivant sa lettre, alors la compagnie d'assurance ne pourra plus prétendre ignorer les agissements de son ex-salarié et remboursera nos témoins. Quant à notre journaliste, Eve Bartoli, elle revient vers notre studio, probablement avec le document que nous attendons. Attends, mais c'est un monsieur, c'est plutôt, si on arrive à voir ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes vraiment le chevalier blanc. Non. Je suis tout en noir en plus. Franchement, une batterie d'avocats n'aurait pas réalisé ce que vous faites là. On va voir tant qu'on n'a pas la lettre. Ève, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends. Donc, Ève, déjà, comment s'est terminé cet entretien? Maître Michel vous a parlé, vous êtes resté ensuite avec ce monsieur. Est-ce que les promesses ont été tenues? Oui, les promesses ont été tenues puisqu'il m'a remis la lettre que j'ai entre les mains et que je vous propose de lire. Alors, vous faites des heureux, hein, notamment Bernard, qui est ravi de savoir que cette lettre est en votre possession. Pouvez-vous nous la lire, bien, Ève? Sans problème. Je sous-signais Monsieur X avoir été embauché en qualité de conseiller commercial salarié par la compagnie d'assurance. Avoir en cette qualité rencontré Monsieur Pelado Bernard, Madame Zelinska Tatiana et Madame Polugaevski Irina. Et leur avoir proposé la souscription d'un contrat d'assurance qu'ils ont accepté. J'ai été amenée par ailleurs à leur proposer un contrat à placement de la société estimant que les placements proposés par la compagnie d'assurance n'étaient pas assez attractifs. Je suis conscient qu'une confusion puisse être opérée dans l'esprit de ces personnes puisque me connaissant comme agent de cette compagnie d'assurance, elles ont pu penser que c'est à ce titre que je leur proposais ce placement. Je n'ai jamais informé ces personnes que les placements de la société ont été faits à titre personnel et sans que ma compagnie en soit informée, datée et signée aujourd'hui. Bon, ça c'est parfait. Là, la compagnie aura du mal à nous dire que vous étiez parfaitement au courant, que ce n'était pas lié à la compagnie d'assurance. C'était hors de ses fonctions personnelles.
Pardon? Ils disent que c'était hors de ses fonctions personnelles. Voilà, là c'est lui, c'est une attestation, bien sûr. Alors, ce que je voudrais dire, Julien, puisque j'ai eu ce monsieur au téléphone, c'est qu'il m'a indiqué qu'il ne marquerait que la vérité. Il y a des choses... Je demandais de préciser si elles étaient vraies. Il dit non, ça je ne peux pas le dire. Et donc vraiment, c'est l'expression de sa pensée sincère, réelle. Et donc, il n'y aura donc aucune discussion sur ce point. Alors, Ève, vous m'entendez toujours? Oui, Julien, je vous entends. Donc maintenant, il convient de prendre un rendez-vous téléphonique avec la direction de l'assurance pour leur exposer, ils doivent peut-être le connaître, mais leur rappeler ce cas et les nouveaux éléments que nous pouvons leur apporter. Avec toute l'équipe, vous vous lancez là-dessus? Bien évidemment, Julien. Et nos téléspectateurs en sauront plus dans les minutes qui viennent, je l'espère en tout cas. Bravo et merci Ève Bartoli et à Maître Michel. Sans aucun doute à contacter la compagnie d'assurance qui a promis de nous rappeler. Nous prévoyons sa réaction dans l'heure. Merci à tous. Je vous en prie, je vous en prie. En attendant, il nous reste du travail avec une affaire étonnante.